la diaspora. Pour cette émission, je vous présente Café littéraire, placé sous le haut patronage de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, une initiative très appréciée par la diaspora camerounaise. Café littéraire vous présente ce soir l'écrivain camerounais Eugène Ebodé, auteur de plusieurs romans édités chez Gallimard, docteur en littérature française, chercheur associé dans la même université, professeur enseignant à l'université Lassana Conté en Guinée-Conakry, administrateur de la chaire de littérature et art africaine de l'Académie du Maroc. Placé sous le thème « L'Afrique comme horizon de pensée », le professeur Eugène Ebodé lève également le voile sur son dernier ouvrage, « Habiller le ciel ». Monsieur les représentants des missions diplomatiques, mesdames et messieurs les diplomates, chers universitaires, s'il y en a, mesdames, messieurs, chère madame scolastique, puisqu'aujourd'hui, je dis madame scolastique parce que c'est aujourd'hui la fête des scolastiques. J'ai voulu la nommer en dernier pour lui dire combien je la remercie aussi d'avoir coopéré à ce rendez-vous, à cette manifestation. Et donc, comme elle s'appelle Madame Bissou, vous imaginez bien que je veux lui remettre tous nos bisous pour saluer aujourd'hui ce moment particulier. Alors, l'Afrique comme horizon de pensée est le sujet qui nous rassemble ici, dans ces lieux hautement symboliques où l'Europe se réunit pour débattre ou pour agir, dans le cadre d'une communauté de destin telle que rêvée par nombre de ses enfants. Parmi eux, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide Gasperi, Henri Spaak, pour parler des contemporains, ou pour reprendre le rêve carolingien porté par Charlemagne et par d'autres personnages qu'on peut appeler les grands-mères de l'Europe. Et parmi ces grands-mères, nous sommes passés tout à l'heure à côté d'une avenue qui s'appelle Louise. Mais ici, je veux parler de Louise Wess, qui vécut de 1893 à 1983 et qui fut une femme journaliste, une femme de la pensée et surtout qui a écrit après-guerre une revue, qui a fondé une revue qui s'appelait l'Europe Nouvelle. Mais ce n'est pas d'Europe dont je suis venu vous entretenir. Je me tiens devant vous pour parler de l'Afrique. Je parlerai d'elle en 3 parties. La première concerne un mouvement qui est dans toutes les têtes, dans tous les esprits, et qui s'appelle le panafricanisme. Et ensuite, dans mon œuvre, qui a été brillamment rappelée et exposée. J'ajouterai peut-être que ce qui m'a fait plaisir en termes de gratification et de récompense, c'est aussi, ce n'est pas pour signaler ce qui a été omis, c'est simplement parce que le prix Yambo Ologem que j'ai reçu est une reconnaissance à la fois qui porte le nom d'un Africain et qui s'est déroulé aussi en Afrique, au Mali, dont on connaît aujourd'hui les tourments. Il est intéressant de rappeler que Yambo Ologem fut l'une des figures de consécration de la littérature africaine, puisqu'il obtint en 1968 un prix fort relevé, le prix Renaudot, et que 3 ans plus tard, ce fut la descente aux enfers. Et que précisément, dans la dernière partie de mon intervention, j'essaierai de consacrer un petit moment à la capacité africaine de rehausser, de reconsidérer ceux qui ont été à la fois consacrés, puis malheureusement massacrés. Donc, l'Afrique que je voudrais peindre par des penseurs, notamment ceux
qu'on a appelés les penseurs de la négro-renaissance, surtout un mouvement né aux États-Unis, on le comprend très bien, par réaction à l'égard de ce que les Africains, ou en tout cas les descendants d'Africains y vivaient, comme drame depuis une nuit féroce, longue, difficile, que fut l'esclavage, puis la déportation sur les terres hostiles. L'Afrique, donc, comme horizon de pensée, est née dans ces années de fin du 19e siècle et portée par des personnages comme Du Bois. Donc de Du Bois à Nkrumah, en passant par Jomo Kenyatta et d'autres personnages que nous connaissons ou que nous rappellerons ici, est une idée qui a surtout été une réaction à un ordre injuste, inique, tragique, abominable. Et les contributeurs de cette pensée, de la négro-renaissance dans les années 1900, étaient des intellectuels surtout issus donc de ce que nous appellerons de l'espace anglophone, et qui colloquaient sans discontinuer, d'abord à Londres, du 23 au 25 juillet 1900, pour lutter contre le racisme et pour accorder de nouveaux droits aux Afro-Américains. Élu ensuite ce qui est symboliquement considéré comme le premier congrès, puisqu'il y en aura une longue liste, dont je vais vous résumer l'esprit. En 1919, le premier congrès eut lieu à Paris pour essayer de dépasser les malheurs de la Première Guerre mondiale, et les guerres vont ici scander souvent des moments de reprise, de réaffirmation de ce que l'horizon africain peut représenter. Et en 1919, donc pour ce premier congrès, les acteurs principaux, il y en a un qui va revenir souvent et dont l'esprit va habiter le panafricanisme ou ce qu'il recouvre, c'est Du Bois. Du Bois, l'auteur des Âmes Noires, et vous savez aussi que c'est quelqu'un qui a été parmi les premiers à accéder à une grande université, la plus grande au monde, l'université de Harvard, dont il est issu. Et Du Bois n'était pas seul, il y avait autour de lui Ida Gibbs, qui était l'épouse d'un consul, un consul américain, qui s'appelait lui-même William Hunt. Et l'objectif de ce premier congrès était évidemment d'attirer l'attention des nations alliées qui venaient de remporter la guerre sur l'oppression qui régnait sur les peuples colonisés. Y participait donc à ce premier congrès un personnage issu du Sénégal, Blaise Diaye, que l'on va retrouver aussi dans les congrès suivants, et il va cristalliser autour de lui une certaine version du panafricanisme, et on le verra plus précisément lors du deuxième congrès, où en 1921, sous l'égide de ce qu'on peut appeler un mouvement très important pour la défense des populations noires, c'est la NAACP. Donc c'était le mouvement pour l'amélioration de la condition des hommes de couleur aux États-Unis. Et ce mouvement qui avait eu à sa tête des gens comme Du Bois, plus loin Martin Luther King, et encore de manière plus vigoureuse et même absolument inattendue, une dame comme Rosa Parks, à laquelle j'ai consacré un roman, La rose dans le bus jaune, sur lequel je reviendrai. Et la NAACP avait un outil fondamental, et cet outil, c'était un journal. Et ce journal, Crisis, pour bien montrer que les situations que l'on évoquait appartenaient à une époque de crise qu'il fallait dépasser. Et lors du deuxième congrès, le journal de Crisis
est l'un des outils fondamentaux qui rassemble les Africains et puis les Afro-descendants pour partager toujours cette idée pour laquelle ils luttaient les uns et les autres, de quitter un horizon d'oppression pour aller vers un horizon pour les uns d'égalité, pour les autres d'indépendance. Voilà les questions qui étaient déjà posées dès le deuxième congrès. Et au troisième congrès, qui a lieu cette fois à Lisbonne, ce n'est pas innocent de visiter comme ça des territoires de Londres, Paris, vous voyez, Lisbonne. On est aussi au cœur des populations qui, parties pour des raisons différentes, ont opéré une mainmise sur l'Afrique, soit par le génie de leurs explorateurs. Et je parle ici à des connaisseurs qui savent le rôle que les Portugais ont pu jouer au Cameroun, puisque abordant nos côtes au XVe siècle, ils y ont trouvé non pas des Camerounais au point de départ, mais des Camarones, des Camaroès, pour être plus précis dans leur langue, c'est-à-dire des crevettes. Et c'est un peu étrange du reste, pour certains, que le Cameroun assume avec une forme de gloire ce nom, qui est pourtant, pour ceux qui estiment que c'est un petit reproche historique, que ce pays existait bien avant et qu'il ne pouvait pas être fondé sous le regard, et encore moins sous une appellation qui ne lui appartenait pas en propre. C'est ceux qui arrivent, qui découvrent des crevettes et qui estiment que ce pays-là s'appellera comme tel. Ça, c'est une réserve. Ce qui est important, ce n'est pas la nomination, même si symboliquement, elle peut jouer un rôle. Ce qui est important, c'est l'horizon et le destin commun que plusieurs populations, pas seulement de la côte, mais aussi de l'intérieur, mais aussi du nord, mais aussi du sud, peuvent s'unir pour entraîner tous ceux qui fondent sur ce pays et sur ces populations un espoir vers un meilleur vivre ensemble. C'est toujours une question qui est à l'ordre du jour, et cette question, elle était abordée sous un angle beaucoup plus vaste par les panafricanistes. Ce qu'ils voulaient, lors déjà du deuxième congrès et puis les congrès suivants, c'était de libérer la race nègre partout dans le monde. Voilà un horizon de combat qui concerne un groupe particulier et dont l'identification, ou en tout cas ce qui rassemble ce groupe, c'est la couleur de la peau. Même si on sait, plus tard, on saura plus tard que scientifiquement, cette idée est contestable, mais pour aller vite, on parlera des races, pour que ce soit très clair qu'il y a des différences de pigmentation et que ces différences fondent des regards particuliers ou séparatistes, voire davantage. Et ce qui va être ici le point de rassemblement, ça va être ce jugement de pigmentation, ou en tout cas cette pigmentation de la peau. Et Du Bois va insister, mais si on regarde bien Du Bois, sa peau tire plutôt vers le blanc. Mais c'est parce qu'il est issu d'une histoire aux États-Unis où une seule goutte de sang noir sur 4 générations suffisait à vous ranger du côté des Noirs. Mais il a endossé le costume de la négritude, si je puis dire, sans se poser d'autres questions que celle de la liberté, que celle d'une manifestation d'une fraternité issue d'une tragédie. Du Bois, au 5e congrès à Manchester, en 1945, qui eut lieu du 15 au 21 octobre, rencontrera Nkrumah, George Padmore, qui venait des Antilles britanniques, Jomo Kenyatta, qui aura un rôle dans l'histoire de son pays,
il rencontrera aussi quelqu'un qui va devenir plus tard président, on l'a un peu oublié, du Malawi, donc il s'appelait Hastings Banda, et qui assurera donc la présidence de son pays, me semble, à partir des années 1966. Mais avant celle-ci, Nkrumah va prendre la tête de ce mouvement du panafricanisme d'une manière extrêmement dynamique. Il va l'incarner lui-même, et vous savez que malheureusement l'histoire a été parfois, je ne dirais pas ingrate, mais on peut très bien le penser pour ses fondateurs, puisqu'il sera démis de ses fonctions par un putsch militaire. Mais retenons que le congrès de Manchester, qui a lieu en 1945, c'est aussi l'immédiate après-guerre. Et l'immédiate après-guerre a coïncidé aussi avec l'idée que les peuples africains avaient été des contributeurs essentiels au renversement d'une situation catastrophique qui avait vu l'Europe sous la botte d'une artillerie militaire, d'une force qui était en réaction par rapport à une défaite de 1919. Et on a l'impression donc ici qu'en 1945, c'était au fond une deuxième partie d'un mouvement d'opposition intra-européen, ou en tout cas d'affirmation d'une volonté intra-européenne qui avait été ici mise en œuvre, et mouvement pour lequel les Africains avaient joué un rôle, celui des tirailleurs sénégalais, mais pas seulement, puisqu'il y avait des Noirs qui venaient, eux, des États-Unis, et qui découvraient que dans le combat, il y avait un ennemi qui était blanc, et que cet ennemi-là, les Blancs eux-mêmes le combattaient aussi, et que la remise en ordre de la pendule raciale a été rebattue. Mais elle est rebattue aussi pour que les vainqueurs qui doivent se congratuler n'oublient pas que des promesses ont été faites à certains considérés comme subalternes, et ces promesses consistaient à les libérer de la mainmise qui pesait sur eux, et pour qu'ils puissent s'autodéterminer et diriger eux-mêmes leurs affaires. Donc, au 5e congrès, dont la présidence est d'ailleurs confiée à Du Bois, qui est déjà âgé, qui a 77 ans, c'est une forme de gratification pour les combats qu'il a menés. Et vous savez que Du Bois optera d'ailleurs pour la nationalité ghanéenne et renoncera à la nationalité américaine. Il sera d'ailleurs aussi l'un des acteurs de ce qui aura été le premier congrès des artistes et écrivains noirs, puisqu'il ne réussira pas à arriver à ce congrès des artistes et écrivains noirs de 1959, puisque le FBI coalisera pour que Du Bois ne puisse pas bénéficier d'un visa. Il faudra attendre après 1945 29 ans pour qu'il y ait à nouveau un congrès panafricain. Et celui-ci, le 6e, aura lieu en 1974. Pour vous le situer, il se passe cette fois en Tanzanie. On a quitté les grandes capitales européennes pour maintenant visiter les grandes capitales africaines. Et l'idée est ici qu'en 1974, tout le monde voit bien que l'OUA a déjà été créé, et même, je dirais davantage, parce que notre sujet touche aussi un peu à la diplomatie culturelle. Le congrès, plutôt la Convention de Vienne, je parle sous le contrôle du ministre
du ministre comment conseiller, pardon, je cherchais mon mot. Du ministre conseiller, vous voyez que je ne les ai pas toujours. Alors, monsieur le ministre conseiller, c'est très bien que la Convention de Vienne, celle qui fonde les relations diplomatiques et internationales en vue de leur apaisement, dispose aussi que parmi les missions des représentations diplomatiques, à la fois l'économie et la culture soient bien traitées. Et je pense que vous avez très bien agi puisque vous mettez la culture à l'honneur à travers ma présence et que c'est sous le biais donc, de cette diplomatie culturelle pour que les créateurs aient droit de citer, et pas seulement droit de citer, qu'ils soient devant une assistance de votre qualité, mesdames, messieurs, pour que je puisse vous entretenir d'un sujet qui est également important. Donc, ce congrès panafricaniste qui se passe en Tanzanie avait pour objectif un panafricanisme rénové. On voyait bien que les indépendances qui étaient pour grosso modo acquises dans les années 60 avaient aussi montré que l'exercice de la souveraineté n'était pas facile et que l'idée qui traversait le panafricanisme, c'est-à-dire la réunion des Africains et un État fédéral, pour ne pas le nommer, n'était pas à l'ordre du jour. Que s'était-il passé dès pratiquement la naissance de l'OUA? Vous savez très bien qu'il y avait eu deux courants pour synthétiser les choses, le groupe dit de Casablanca et le groupe de Monrovia. Et pour ces deux groupes, la question qui était centrale, c'était de savoir si les frontières issues de la colonisation étaient à respecter ou non. Je me garderais bien de dire quelle était la position du Cameroun, mais monsieur le ministre conseiller, peut-être dans son mot de fin, peut-être y reviendra-t-il. Mais en tous les cas, ces deux positions consistaient à dire que les frontières pouvaient être à la fois celles qui fixent les limites d'un territoire, leur lever pouvait occasionner des discussions à n'en plus finir, voire même au-delà des discussions, des affrontements pour délimiter exactement les limites. Et que c'était une opération bien délicate aussi, au moment où les identités nationales n'étaient pas forcément déjà faites, et qu'il y avait à l'intérieur des États des forces qui s'opposaient et qui s'ajustaient pendant cette époque. Donc le 6e congrès est celui du doute. Une forme de retrait des objectifs annoncés et de la communauté de destin qui n'arrivait pas à se former. En 1974, on sait que les figures fondatrices ne sont plus à la tête des États. Là, je parle de Kwame Nkrumah. Et certainement qu'il est certain ici que beaucoup parmi vous savent que Kwame Nkrumah, après avoir quitté le pouvoir contre son gré, s'est retrouvé dans un pays très intéressant, parce qu'il a dit non à un mouvement porté par le général de Gaulle et qui consistait presque à octroyer à son moment les indépendances, et Sékou Touré avait estimé que les indépendances ne se donnaient pas, mais qu'elles s'arrachaient. D'où son nom. Et il a été suivi, comme vous le savez, de conséquences bien difficiles pour cette Guinée. Je le dis avec une pointe d'émotion, d'autant plus que j'enseigne en Guinée et que justement tous les mois d'avril, je les consacre à un enseignement et je vais y retourner dans quelques mois pour poursuivre ma tâche. Après 1974,
Ce fut une année difficile, si je puis dire, parce que 1994, 20 ans plus tard, vous rappelle sûrement de tristes souvenirs. Sans vouloir vous interroger comme à l'école, 1994, qu'est-ce qui se passe en Afrique d'important, à votre avis? Oui, c'est ça. Donc, il y a le génocide au Rwanda et le congrès se passe le 8 avril. Or, ce génocide a commencé le 6 et va se poursuivre pendant 100 tristes et pénibles et tragiques jours. Et le congrès ne sera pas, bien entendu, argumenter, trouver, y compris le ton, alors qu'en Afrique se déroule l'épouvante. Et ce congrès a lieu à côté du Rwanda. Il a lieu en Ouganda. Précisément, un pays qui est un peu lié, si je puis dire, à cette actualité, puisque la plupart des réfugiés rwandais de plusieurs décennies de pogroms s'est réfugié pour la plupart dans les pays voisins, que ce soit le Congo ou l'Ouganda. Et la plupart des membres du FPR partiront évidemment d'Ouganda pour renverser un pouvoir génocidaire, et des accusations pèseront d'ailleurs sur ceux qui viennent d'Ouganda, en disant en particulier qu'ils avaient été à l'origine, par une stratégie absolument folle, de tuer le président Habyarimana pour que celui-ci déclenche un mouvement de terreur extrême que vous connaissez, ces thèses ayant été portées par quelques Camerounais imprudents que je ne nommerai pas ici. Donc après 1994, c'est 2014, disons quand même que durant ce congrès difficile et délicat que je viens d'écrire, il y a eu quand même une disposition intéressante, puisque M. Yoweri Museveni étendit la notion d'Afrique, en tout cas l'africanité pour lui, allait jusqu'à la diaspora. C'était la première fois qu'un congrès panafricain le disait très clairement. Donc cette idée n'a pas retenu l'attention compte tenu de l'actualité de l'époque. En 2014, c'est à Johannesburg que le congrès a lieu, dans la zizanie que vous imaginez, et où la principale critique porte sur le fait que l'esprit, ce qu'on considère comme l'esprit de Du Bois, a été abandonné en chemin, et qu'il ne reste plus de cet esprit de la lutte pour l'autonomie réelle. Il ne reste plus grand-chose de cet esprit Du Bois. Voilà, aujourd'hui, pour décrire le panafricanisme, on peut dire que celui-ci est englué entre la difficulté de former une unité en termes soit de fédéralisme ou de confédération, ou alors par les régions qui pourraient commencer à faire le travail, ce qui a lieu d'ailleurs. Il y a des unions douanières qui fonctionnent et qui coopèrent à faire en sorte que le panafricanisme parte de la base et qu'il ne soit pas simplement décrété au sommet. L'autre panafricanisme, c'est l'idée que les Afriques, qu'elles soient blanches ou noires, qu'elles soient du nord ou subsahariennes, puissent engager des coopérations entre elles. Et ces idées donc d'intégration par l'économie épousent les thèses qui viennent plutôt de l'Europe, puisque tel a été son fonctionnement. Mais d'autres pensent qu'il y a une autre vision du panafricanisme qui pourrait passer par la culture, et votre serviteur est ici bien placé pour pouvoir la défendre, puisque c'est un praticien de la culture
mais aussi en transmetteur de celle-ci que je suis devant vous. Alors je suis devant vous, surtout, comme cela a été dit, par le fait que j'ai une production littéraire. Une production littéraire qui peut aussi s'ancrer dans l'esprit du panafricanisme. Et l'idée qu'on est soudé par une histoire. Nous sommes le produit d'une construction à la fois historique, mais aussi d'une vision qui pourrait dépasser le simple legs historique. Et cette vision, elle est portée dès l'entrée dans la littérature, puisque je publie en 2002 La transmission. Et cet ouvrage dit clairement de quoi il est question. On ne peut fixer d'abord une identité qu'à partir d'un lieu, à partir d'un territoire, à partir d'un legs qui vous est transmis. Et ce legs, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas en faire l'économie. Il se trouve que mon point de départ est le Cameroun. Et dans ce point de départ, il y a une figure paternelle. Donc je passe par la figure paternelle pour raconter comment mon père, sur son lit de mort, m'invite à accomplir une mission qui lui pèse, qui est comme un remords. Et cette mission, c'est d'aller donner aux parents de ma maman la dot qu'il ne leur a pas versée. Donc l'idée de pouvoir restituer une dette morale est ici une idée capitale. Parce que nous recevons, le droit positif nous enseigne que les dettes, on peut évidemment ne pas les assumer dans la transmission des héritages. Moi je postule le contraire. Je dis que ces dettes-là, il faut les honorer. Et qu'en les honorant, on entre dans l'initiation, on entre dans les trajectoires prescrites par les ancêtres, et que régler une dette historique, c'est suivre les pas de l'ancêtre. Vous avez bien vu que au début de notre conversation, je commençais bien par dire que ces chaises vides représentaient les ancêtres, à la fois comme boutade, mais aussi comme réalité. Vous qui savez combien les ancêtres et combien ceux qui ne sont plus sous le prisme des regards, voire du toucher, voire de la mobilisation des sens répertoriés, eh bien, à ces sens répertoriés, on ajoute un sixième. Et ce sixième, c'est au fond la convocation de la part invisible, de celle qui résiste précisément à une rationalité et qui nous distingue forcément des autres cultures qui ne s'établissent et ne se prononcent que par rapport à des rationalités radicales. Pour nous, ceux qui sont là cohabitent avec ceux qui ne sont plus. Et Birago Diop l'a bien raconté dans Souffle, écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis. C'est cette idée-là qui traverse la transmission et qui fait en sorte que ici, non seulement je reconnais la place du Père et j'indique qu'il est mourant et qu'avant de s'éteindre, il me fixe une mission qui est à la fois un horizon d'ancrage, mais aussi une voie royale pour récolter ce que les ancêtres ont laissé comme petits cailloux. Et ici, c'est un peu le petit pousset noir que je revisite à travers cette histoire. Eh bien, vous voyez que c'est le premier roman, j'en ai une dizaine, alors si je les reprenais un par un, ce serait trop long. Mais l'idée ici est donc de fixer d'abord le cadre de nos héritages, à partir desquels nous nous présentons au monde. Il y a aussi, puisque je viens de Douala, et que je sais combien la musique est importante, combien Francis Bébé, combien Manu Dibango, combien le regretté Cambi Briand
comme bien dit Nabel et beaucoup d'autres artistes. Chers professeurs, Madame le conseiller à l'ambassade du Gabon à Bruxelles, chers collègues, chers partenaires qui êtes dans la salle, mesdames et messieurs, en vos différentes qualités, je vous dis bonsoir et je vous souhaite la bienvenue ici au Brussels Press Club dans le cadre de cet échange très intéressant que nous avons avec un distingué compatriote dont la biographie et la bibliographie viennent de vous être présentées très succinctement. Au nom de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je voudrais tout d'abord, très cher professeur, vous remercier pour votre disponibilité, malgré votre agenda fort chargé. Vous remercier d'avoir accepté de venir partager avec nous votre très profonde contribution scientifique à l'évolution des débats qui sont contemporains et importants pour l'avenir de notre continent. Mais je voudrais également vous remercier, mesdames et messieurs, d'être venus, d'avoir accepté de participer à cette soirée qui contribue donc au lancement de notre agenda culturel qui avait été fort perturbé par les événements récents et en l'occurrence par le Covid-19 et les différentes contraintes qui y étaient attachées. Dans cet ordre d'idées, je voudrais rendre également un hommage qui, je crois, est tout à fait mérité à notre conseillère culturelle, Madame Bissou, que je vous demande également d'applaudir. Je pense que cette conférence relance notre très riche agenda culturel et un agenda qui devrait être maintenu et renforcé afin de faire bénéficier à nos compatriotes et aux amis du Cameroun la richesse, disais-je, et la diversité culturelle de notre pays, ici en Belgique. Professeur, vous avez abordé plusieurs points très importants. Je dois dire que vous avez fait une véritable anthologie de la littérature et même de l'histoire du panafricanisme et de la littérature négro-africaine en général. Je me suis retrouvé dans les souvenirs de Lilian Castello, que vous connaissez très bien, qui avait également, qui s'était donné pour mission, principalement de valoriser cette littérature négro-africaine naissante, ce panafricanisme littéraire qui se traduisait naturellement en projet politique. Et ce faisant, vous avez touché à plusieurs points. Je vais revenir sur un seul. Concernant le débat à l'époque sur le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia, pour rappeler, n'est-ce pas, les principes qui, comme vous le savez tous, structurent l'action internationale du Cameroun et qui sont constants dans l'action diplomatique de son Excellence Paul Biya, qui est président de la République, et qui sont, en l'occurrence, le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté internationale, qui se fonde également sur l'intangibilité des frontières, gage de paix, gage de sécurité, gage de prospérité, mais lesquels ne sont pas dogmatiques parce que inscrits dans la perspective d'une intégration continentale qui est en marche, qui est tout à fait dynamique, parce que, comme vous le savez très bien, cette intégration régionale à l'échelle du continent africain a traversé beaucoup d'étapes et d'obstacles également, et vise à terme à construire une unité politique et économique qui se rapproche du rêve des pères fondateurs, dont Kwame Nkrumah, que vous avez abondamment cité à l'entame de vos propos. Ayant dit cela, je pense que je suis revenu sur un point que vous avez soulevé, et je dois vous rassurer que le compte rendu que je ferai à l'ambassadeur ne mentionnera pas seulement la création de l'université panafricaine comme un impératif catégorique à venir, mais je dirais à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, que les échanges que vous avez eus ici ce soir avec l'Assemblée venue si nombreuse le confortent dans la mission qui est la sienne, de contribuer sur la place de Bruxelles, capitale de l'Europe, à la construction de la dynamique de l'intégration panafricaine, qui est une chance également pour l'Europe. Et je pense que M. Saverine ne démentira pas. Dans la projection actuelle de l'Europe et au regard de la récurrence des crises et des contraintes qui pèsent sur la scène internationale,
eh bien, l'Europe a compris que son voisinage africain, qui est son voisinage le plus immédiat, qui est le voisinage avec lequel elle a le plus de liens historiques, mérite et appelle plus d'attention, mais avec des paradigmes qui doivent changer pour passer de l'assistanat à la construction d'un véritable partenariat. Je pense que tel est le message, en définitive, que vous avez voulu passer, en appelant à essayer de comprendre l'Afrique, qui est l'avenir de l'humanité. Alors, je voulais justement intervenir sur l'élément que vous avez abordé, en traitant, si vous voulez, du panafricanisme, qui est un sujet d'actualité, extrêmement important d'ailleurs, qui traverse actuellement le continent africain, notamment dans la partie occidentale, au vu des soubresauts politiques qui traversent ces États. Et dans la plupart des cas, nous avons souvent noté, nous, en tant qu'universitaires, qu'il nous appartient de formater la jeunesse sur le panafricanisme, tant historique tel qu'il a été, ce qu'il devrait être maintenant, mais en leur donnant beaucoup plus d'informations qui ne se limitent pas seulement à des informations politiques, mais qui soient des informations scientifiques, littéraires, culturelles, même par exemple la recherche géologique sur le continent africain, qui devrait faire fi des frontières figées qui sont là, qui n'ont absolument aucun impact positif. Je veux dire par exemple, un gisement minier découvert au Cameroun, au Gabon, au Mali, au Burkina, sont exploités par des succursales étrangères. Et quand on voit la part de marché que le bénéfice, si vous voulez que je vais mettre en évidence, alors est tellement restreint, insignifiant, on se demande souvent, mais est-ce que la jeunesse actuelle va accepter que la génération précédente se taise sur ces inconvénients et ne revendique pas qu'il y ait un rééquilibrage de ces parts du marché entre les consortiums miniers internationaux et surtout la jeunesse africaine. Et ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que le panafricanisme, la jeunesse attend beaucoup de ces intellectuels ou des intellectuels africains qui aient un investissement transversal sur tous les plans afin que ce panafricanisme, tant historique, qui est encore d'actualité. C'est-à-dire que tous les éléments qui ont été évoqués dans le panafricanisme ancien sont encore d'actualité. Et ceci étant, la jeunesse actuelle réclame sa part de vérité par rapport à ce panafricanisme et surtout sa part de contribution à ce panafricanisme. Et cet élément, à mon avis, est transversal dans toutes les disciplines. Vous prenez l'archéologie et la préhistoire, vous me demandez d'aller faire une fouille archéologique demain matin au Cameroun, je suis prêt. Dans n'importe quel pays du continent africain, et je suis prêt parce que j'ai l'obligation scientifique, intellectuelle, de mettre cette contribution au service de l'Afrique, du panafricanisme et de l'histoire du continent africain. Je vous remercie. Professeur des lycées de lettres, langue et littérature française et traductrice. Donc, ma question portera sur la langue. Donc, nous sommes des Africains avec la multitude de langues qui est donc une richesse, mais vous l'avez déploré, les barrières linguistiques sont beaucoup plutôt des barrières physiques, sujettes au repli sur soi, au rejet de l'autre. Vous l'avez déploré. Alors, moi, ma préoccupation, c'est comment on fait, quelle est la place de la langue, d'une langue supranationale, qui pourrait donc, comme on dit, la langue véhicule les valeurs et la culture. Nous écrivons, nous parlons dans la langue de l'autre, et en tant que traductrice, je sais qu'une langue ne se transpose pas automatiquement dans l'autre. Donc, comment on fait pour que les cultures, on parle de l'intégration régionale par l'économie, comment on fait pour que les valeurs africaines, pour ne pas tomber dans ce qu'on a reproché à la littérature négro-africaine et à tous ceux qui ont porté la négritude, le racisme, antiraciste, comment on fait donc pour qu'une pensée africaine puisse être traduite, puisse être celle qui est traduite par la langue.
Merci. Merci beaucoup. Professeur des lycées de lettres, langue et littérature française et traductrice. Donc, ma question portera sur la langue. Donc, nous sommes des Africains avec la multitude de langues qui est donc une richesse, mais vous l'avez déploré, les barrières linguistiques sont beaucoup plutôt des barrières physiques, sujettes au repli sur soi, au rejet de l'autre. Vous l'avez déploré. Alors, moi, ma préoccupation, c'est comment on fait, quelle est la place de la langue, d'une langue supranationale, qui pourrait donc, comme on dit, la langue véhicule les valeurs et la culture. Nous écrivons, nous parlons dans la langue de l'autre, et en tant que traductrice, je sais qu'une langue ne se transpose pas automatiquement dans l'autre. Donc, comment on fait pour que les cultures, on parle de l'intégration régionale par l'économie, comment on fait pour que les valeurs africaines, pour ne pas tomber dans ce qu'on a reproché à la littérature négro-africaine et à tous ceux qui ont porté la négritude, le racisme, anti-racisme, comment on fait donc pour qu'une pensée africaine puisse être traduite, puisse être celle qui est traduite par la langue. Merci. De ma position des personnes qui luttent aussi un peu contre le racisme ici en Europe, moi je voulais donner un conseil à tous qui veulent faire du panafricanisme. La première étape, au-delà de tout, c'est de faire ce concept approprié par la jeunesse. Il a dit, et le prof l'a dit avant, c'est trop vu sous l'angle politique. Mais l'Africain que nous sommes, le Camerounais que je suis, vous n'êtes même pas sûr que je connais les leaders camerounais. Que je connais l'histoire du Cameroun. C'est ça le problème en fait. Après, on peut mettre tout ce qu'on veut dessus du panafricanisme, tant que les populations ne s'en approprient pas. Tant que ça ne devient pas comme l'institution civique, comme une éducation permanente des rues, parce qu'il faut aller vers une décolonisation des mentalités. Il faut passer par là. Sinon, tout ce qu'on dit là, du point de vue du peuple, ça reste très intellectuel ou très économique. Et finalement, il n'y a que le volet politique qui intéresse, mais qui n'est pas efficace. C'était ma proposition. Okay. La question c'était est-ce qu'on sera révolté ou pas? Nous, en tant que jeunes, alors oui. Oui, je vais vous le dire honnêtement. Moi, je vois que j'ai beaucoup de choses à reprocher à mes ancêtres d'une certaine manière. Alors, je ne les culpabilise pas totalement, mais je trouve malheureux, moi qui ai grandi toute ma vie en Belgique, j'ai cherché des informations par rapport à mon pays. J'ai cherché des informations par rapport à mes ancêtres, à savoir mon grand-père qui a été une figure qui, selon moi, a quand même été importante au Cameroun. Et quand je tape Titus Ebogo sur Google, je ne trouve absolument rien, pratiquement rien. Et je trouve ça vraiment déplorable parce que la diplomatie culturelle et la force culturelle, elle se fait à travers des personnages forts. Les Noirs américains aujourd'hui parlent d'Obama. Avant, il n'y avait pas Obama, il y a eu Martin Luther King, etc. Et si nous-mêmes, nos personnages forts, nous en tant qu'afro-descendants en Europe, on ne les connaît pas ou on ne trouve pas d'informations dessus, on aura déjà du mal à se valoriser au niveau des Européens. Et étant dans la politique en Belgique, je peux vous garantir que c'est très difficile. Voilà, c'est juste une petite remarque. En matière culturelle, eh bien, pour le livre, il n'y a par exemple pas de mécanisme de distribution du livre en Afrique et dans nos zones. Le livre, il est produit pour la plupart en Occident, et quand il doit revenir, vous voyez déjà que le prix, il est trop élevé, les marges de manœuvre, voire les marges bénéficiaires de ceux qui pourraient intervenir comme distributeurs sont réduites. Donc peut-être alors le soutien de l'État. Et là on retrouve l'État régulateur et stratège, où le soutien de l'État peut intervenir. Et où la discussion peut être très intéressante pour construire ces groupes qui vont faire en sorte que nous sortions des cloisonnements alors qu'on a baissé les barrières. Et qu'on soit incitatif pour qu'il y ait des distributeurs, pour qu'il y ait... un exemple. Je suppose que le Cameroun, qui est l'un des pays dans la zone CEMA, qui est l'un des pays les plus dynamiques, et où la production agricole est très importante,
les marchandises qui vont, les camions qui vont avec des marchandises au Gabon, reviennent avec quoi? On pourrait revenir avec des livres. On peut trouver là pas des spécialisations à outrance, mais pour qu'il y ait des échanges qui soient bénéficiaires finalement acquis à la population, à la croissance par la culture. Et je crois qu'il y a là aussi des réserves de croissance en matière culturelle. Comme il y a des réserves lorsque vous mettrez en avant les personnalités historiques, les sites historiques, leur valorisation, leurs indications. Et moi, je suis toujours désespéré. Quand je traverse une autoroute au Cameroun, pas de poteau indicateur pour dire ici, c'est passé tel événement, ou vous pouvez vous arrêter pour admirer tel paysage. Je ne sais pas qui disait que j'ai un agenda chargé. Oui, Arte va diffuser, va produire déjà un reportage à partir de mes œuvres littéraires et des lieux importants du Cameroun. Alors, j'ai un peu répondu à la jeunesse, à la question de la jeunesse. Elle est en attente d'horizon, elle est en attente de moyens. Elle est jeune précisément, et que les politiques publiques s'adressant à elle, il y a d'abord la question de l'éducation. Je l'ai un peu abordé avec l'idée que les traductions soient soutenues, pour que les œuvres soient disponibles d'un côté comme de l'autre. Et ça s'adressera à la jeunesse naturellement. Et si les livres circulent, ça voudra dire qu'il y aura dans chaque commune peut-être un effort de fait pour avoir des bibliothèques. Et ça profitera en premier aux plus jeunes. Madame la traductrice m'a accompagné tout à l'heure en venant dans cette salle pour m'arrêter à la FNAC et acheter un livre pour ma fille qui a 8 ans. Parce qu'elle m'a demandé, papa, qu'est-ce que tu vas me ramener? Est-ce que un cadeau? Est-ce qu'il se mange ou il se lit? J'ai dit les deux, mon général. Donc je me suis arrêté à la fois pour les... Bon, les Belges, ils savent fabriquer quelques gâteaux, etc. Très intéressants. J'en ai pris oui, le chocolat, oui, j'ai pris les nourritures du corps et puis celle de l'esprit. Vous voyez, j'ai essayé d'être équilibré. Donc j'essaie de répondre à votre question. C'est vrai qu'elle était très riche sur d'autres aspects touchant en particulier au panafricanisme et ses variations, ou ses divisions, ou ses approximations. C'est ainsi la vie, ça va aller en s'améliorant si nous avons conscience que chacun peut produire son effort, et surtout, les intellectuels, c'est vrai, ne devraient pas déserter le chantier. Il me semble qu'aux États-Unis, lorsque l'idée du fédéralisme a pris corps, c'est un peu pareil, hein, on ne va pas tout inventer. Il y avait un ouvrage, j'ai cité The Crisis, ça c'était pour la NAACP, mais il y avait le fédéralisme, Hamilton et les autres. Ils ont quand même d'abord travaillé dans des revues pour diffuser les idées, pour qu'il y ait des plateformes de pensée, de réflexion. Et les livres collectifs servent d'ailleurs à ça. Mais on peut améliorer dans les laboratoires de recherche pour les recenser, les diffuser et permettre des coopérations, des débats, et que ce soit des débats d'idées, non pas des débats de personnes. Aïeul, ou de votre grand-père, qui est une figure. Eh bien, je crois que le site de l'ambassade du Cameroun existe. Peut-être que vous pourrez envoyer à la culture, d'ailleurs, des éléments pour interroger. Il y a des archives nationales qui peuvent être interrogées aussi, pour qu'on retrouve les traces, si ce personnage a réellement été historique. Et puis, il y a les historiens, dont c'est le métier. Et si les historiens n'ont pas pu le faire, il peut y avoir aussi des commandes publiques pour dire il y a une personnalité qui n'a pas été exposée alors qu'elle le mérite. J'ai vu qu'il y a un film qui vient de sortir sur un boxeur juif qui était Poids-Mouche, je crois, et qui venait de Tunisie. Un juif tunisien. Vous n'avez pas vu ça? Et il a été complètement ignoré et broyé dans les champs, les camps de la mort. Et ce ne sont que des recherches qui ont permis de l'excaver. Ça existe, des oublis. Mais il ne faut pas s'en contenter.
Et vous-même, vous pouvez, à travers un site, eh bien, remettre au goût du jour avec des personnes qualifiées, parce que l'histoire ne s'improvise pas non plus. Il faut dater, il faut être assez fidèle, il faut recouper les informations. C'est un travail sérieux pour que vous ne soyez pas ni dans la sous-exposition, ni dans la surexposition. Donc c'est une question d'éducation et une question de spécialistes qui vont vous accompagner. Cela dit, j'ai marqué ici, y compris dans mes propres recherches, la vocation à ne pas me contenter des absences de l'histoire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette émission de Café littéraire qui est une première. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.